C'est un nom qui a fait la une de l'actu. On va parler de l'affaire Bétharram. L'établissement catholique Bétharram. Le scandale Bétharram. Qui a marqué tous les Français et qui a fait entrer le Premier ministre François Bayrou dans une zone de turbulence. Évidemment, je n'ai jamais été informé. Bétharram, 9 lettres pour désigner un établissement scolaire situé près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est ici, dans cet établissement, que pendant des décennies, des violences physiques et sexuelles ont été commises contre des enfants. Si la vérité a éclaté, c'est parce que des personnes ont eu le courage de parler. Voici l'homme qui représente le collectif des victimes de Bétharram. Il s'appelle Alain Esquer. C'était quoi ça par exemple? C'était les dortoirs? Alors là, effectivement, vous aviez sur les 2 séries là d'étages, vous avez les dortoirs. Et c'était des dortoirs collectifs avec des enfants qui étaient par grand dortoir de 40 à 50 enfants alignés avec des lits en ferraille surmontés d'un petit matelas. Les conditions étaient excessivement précaires. Il y avait 6 douches pour 50 dortoirs et 2 toilettes. Vous imaginez, 2 toilettes. Vous ne verrez pas dans aucune école de la République en France des barbelés. Vous voyez, vous avez encore des stigmates de l'époque. Et quand on dit que l'établissement de Bétharram, c'était le goulag des Pyrénées, je pense qu'on ne se trompe pas. Le petit garçon que j'étais, il était terrorisé là-bas. Aujourd'hui, il est en pleine confiance, il est très heureux. Des victimes en pleine confiance parce qu'après un long silence, la situation se renverse, les témoignages se multiplient. Oh, regardez, j'ai encore une nouvelle plainte là, midi 09. Bonjour, après longue réflexion depuis le reportage de TF1, et n'ayant jamais évoqué cette période pendant 32 ans, vous m'avez éclairé et j'ai pris la décision de faire mon devoir de citoyen. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par exemple? La humiliation, maltraitance physique et psychologique, stress permanent. Dans cette affaire, celui qui apparaît alors en première ligne, c'est le Premier ministre, François Bayrou, à qui on va reprocher d'avoir voulu couvrir le scandale alors qu'il était ministre de l'Éducation. Pour rappel, François Bayrou avait ses enfants scolarisés à Bétharram, sa femme enseignait le catéchisme dans l'établissement. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Évidemment, je n'ai jamais été informé. Le Premier ministre est sur le grill, alors pour apaiser la situation, il décide de rencontrer les victimes de Bétharram. Nous sommes à Pau, le 15 février 2025. Alain Esquer est là, rejoint par d'autres victimes. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Bonjour Pascal. Oui, vous qui veulent. C'est Gérald de notre collectif. Christian, tu vois, tu as 4, 5, 6, 7, il en manque 2. C'est la première fois qu'on se voit. On se voit? Ouais, moi je découvre des visages. Après, bon, on s'était eu au téléphone parce qu'en fait j'ai eu chaque on n'a pas le même âge, donc on se connaissait pas forcément. C'est Alain qui m'a fait prendre conscience que j'avais été abusé sexuellement. Jusque-là, je n'en avais pas l'idée, ni je l'avais pas intégré. On trouvait ça honteux et on voulait pas ne pas être cru. Moi, je l'ai dit à ma grand-mère. À l'époque, c'est elle qui m'a élevé. Ma grand-mère me traitait de menteur parce qu'elle était très pieuse, très croyante. Donc, forcément, elle l'a jamais dit à ma mère et elle est morte avec ça. Et ma maman, je lui ai appris il y a 1 an. Elle était effondrée. Bonjour messieurs, dames. Merci d'être là. Je crois que c'est un moment historique pour les victimes de Bétharram. Je pense que la réunion va durer un petit peu parce qu'on va aller au fond des choses. Derrière vous, il y a une pancarte avec écrit Bayrou démission. Est-ce que c'est ce que vous demandez? Absolument pas. Moi, je suis fier d'avoir François Bayrou comme Premier ministre. Après, je vais lui faire comprendre que la position qu'il a, elle n'est pas acceptable. Voilà. C'est quoi sa position qui n'est pas acceptable? La position qu'il a eue à l'Assemblée nationale en disant que tout était faux, c'est pas acceptable. Tout à l'heure. Merci. Après 3 heures de réunion, le Premier ministre prend le micro. Nous avons passé 3h30 ensemble et c'était bouleversant, à la fois par l'émotion que chacun a manifestée, celle que j'ai ressentie moi-même, et c'était
purement et simplement l'expression de la vérité. Bayrou veut éteindre l'incendie Betaram, un incendie qui prend de l'ampleur à mesure que la presse engrange les témoignages. Dans Quotidien, notre reporter Juliette Pellerin va notamment retrouver un ancien surveillant de Betaram. Bonjour Monsieur Mur. Vous connaissez mon nom et tout? Bah oui, vous allez bien? Ça va, oui, moi toujours très bien. Ange Mur a été surveillant à Betaram de 1979 à 1981. Et comment vous avez su que je travaillais à Betaram? Eh ben, j'ai su que vous travailliez à Betaram parce que je parlais avec des victimes de Betaram. Ah bon? Ouais. Il y a eu plusieurs témoignages qui vous accusent d'avoir été très violents. Je vous les cite. Je l'ai vu défenestrer un gamin. Moi, je l'ai vu soulever un enfant par les oreilles et lui taper la tête sur le mur dans son bureau. Il me giflait quasi quotidiennement. Il avait la main lourde. On le redoutait tous. Défenestré, j'ai jamais défenestré des gens. Jamais défenestré des gens. Les fenêtres étaient coulissantes. Je vois pas où c'est que j'ai pu défenestrer. Et le reste? La main lourde, oui, quand je frappais. En début d'année, il fallait en distribuer quelques-unes, puis après, c'était tout. Moi, je n'avais pas besoin d'en redistribuer. C'est l'ancienne époque? C'est l'ancienne époque. C'était une époque où il y avait ça. Et ensuite, je ne me suis pas acharné sur eux, au point de leur foutre un cocard, de leur faire un... Oh, quand même. Parlons des violences sexuelles. Est-ce que vous avez été témoin de ça ou vous découvrez tout ça maintenant? J'ai découvert l'ampleur de ce qui signale là. Je pense que c'était cantonné au collège. Moi, j'ai surtout été ensuite au lycée. Et au lycée, c'était différent. C'était pas la même chose, quoi. On a également voulu interroger Ange Mur sur l'homme au cœur de l'affaire Betaram, le père Pierre Sylviette Caricard, ancien directeur de l'établissement catholique mis en cause pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Il s'est suicidé en 2000. C'était quoi votre relation entre le père Caricard et vous? Moi, le père Caricard, c'était quelqu'un qui était directeur de Betaram, qui était très sensible aux gosses. Moi, dès que les gosses toussaient un petit peu, je leur distribuais des petits cachous, des trucs comme ça. Donc moi, je ne l'ai pas vu avec cette déviance sexuelle. Il était maniéré, certes. Ce n'est pas le premier curé maniéré que je vois. Ce n'est pas les premiers gosses maniérés que je vois. Et comme par hasard, c'est ces gosses maniérés qui subissent ce genre de violence. Ça veut dire quoi, maniéré? Qui sont... qui prennent peut-être... qui se posent des questions sur leur sexualité, etc. Ces gosses-là, tu les perçois de suite. Ils font... Et à l'époque, c'est vrai que c'était des gosses qui étaient un petit peu marginalisés, sans doute, par tous les autres copains, etc. Et je veux dire, alors peut-être qu'il faut aussi se poser la question, c'est qu'est-ce qui est fait pour l'éducation à un moment donné, pour qu'on puisse expliquer aux gamins qu'on peut avoir des attirances différentes, qu'on peut avoir des trucs différents, etc. Betaram et son personnel au cœur de l'actualité, mais rapidement, d'autres établissements scolaires de l'enseignement privé catholique vont être mis en cause. Le 20 mars, la commission d'enquête qui a été mise sur pied pour prendre la mesure du problème va auditionner les représentants de victimes de 7 établissements scolaires, des représentants qui, là encore, se rencontrent pour la première fois. Bonjour, je suis Ixchel. Ah, bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Michel Lavigne de Garaison. Ça va? Et du coup, Constance, elle est arrivée ou... Ah, ben voilà, bonjour, je suis Ixchel. Ah, Ixchel, super, je t'embrasse. Bienvenue. Avant l'audition, ils répondent ensemble aux journalistes. Constance Bertrand représente les victimes de l'école Saint-Dominique à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne. Face à l'ampleur de la tragédie, tant par la durée que par le nombre de victimes, nous demandons au gouvernement et au Parlement de rendre imprescriptibles les violences commises sur les enfants, qu'elles soient d'ordre psychologique, physique ou sexuel. Le député écologiste Arnaud Bonnet prend le temps de saluer chacun des représentants. Bonjour. Également. Merci de nous accueillir. Bonjour. C'est plus que normal. Merci. L'audition démarre. Chaque représentant prend la parole tour à tour et explique ce qui se passait au sein de son établissement. Alain Esquer, le représentant de Betaram, démarre. À Betaram, c'était la terreur. Et personne ne pouvait imaginer que nous étions dans des mains à la fois de prêtres agresseurs. J'ai ici d'ailleurs
Sur les 70 dernières années, tous les prêtres, tous y sont agresseurs, tous ces prêtres directeurs. Vient ensuite Evelyne Lebris, qui était élève à l'établissement Bon Pasteur à Angers. Les bonnes sœurs, elles n'avaient rien de bon. Rien de bon. Les bonnes sœurs nous martyrisaient. Alors les rares filles qui arrivaient à prendre le dessus, eh bien, elles fuguaient. Mais quand elles revenaient, on leur tondait les cheveux. À ras. L'un des témoignages les plus forts est celui de Didier Vincent. Il était élève dans l'établissement Saint-Pierre du Relecq-Queyron. Quand j'ai enfin eu mon bac et que tout ça s'est arrêté, j'ai perdu 16 kilos. J'ai fait une anorexie mentale. J'ai toujours pas... Bon, j'ai un peu grossi, mais pas beaucoup. J'ai eu des problèmes sentimentaux. J'ai eu des problèmes de confiance en moi, de mésestime. Ça n'en finit pas. On l'a retrouvé à la sortie. C'est quand vous avez pris conscience que vous étiez une victime ? Là, récemment, avec la création du collectif et avec la volonté de Frédéric et de Joël d'aller au bout. Jamais avant vous vous êtes dit ce que j'ai subi ? Parce qu'on en parlait, mais mon père minimisait. Oui, mais tu travailles bien maintenant. Parce qu'effectivement, avec la peur des coups, je me suis mis à bosser. Et puis je suis devenu premier de ma classe. Il m'a dit, tu vois, c'est bien. Ben non, papa, c'est pas bien. Moi, j'ai un enfant qui travaille pas bien, mais je le frappe pas comme ça. Et il est quand même bachelier. Et il a voulu s'occuper de mon fils. Après, je lui ai dit surtout, tu touches pas à lui. Donc, même là, dans ma famille, on ne m'écoutait pas. Et c'est quand j'ai réussi à partager avec tous les gens du fil, quand j'ai vu que d'autres collectifs se montaient, que je me suis dit, ben ouais, tu as le droit à 61 ans de te considérer, de te dire une victime. Donc voilà, j'en suis une. J'aime pas jouer ça et j'aime pas le pathos. Mais bon. Et vous êtes une victime ? Mais j'en suis une, ouais, voilà. J'en suis une parce que ça m'a poursuivi. Des témoignages bouleversants et parmi les 7 établissements scolaires visés par ces auditions, un nom va ressortir plus que les autres, Riaumont. Riaumont, c'est une institution religieuse traditionnaliste située à Liévin, à côté de Lens, dans le Pas-de-Calais. Et Riaumont, c'est ça, un terrain de 7 hectares entouré d'une enceinte en pierre de taille. À l'intérieur, on trouve un dortoir, une chapelle, des salles de cours, un terrain de foot et un chantier pour des apprentis. Le nom du village d'enfants de Riaumont est devenu connu quand il fut cité dans la commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires à l'Assemblée nationale. Plusieurs prêtres et encadrants de Riaumont sont visés par des plaintes pour violences physiques, morales et sexuelles. Le 4 avril, les 2 députés en charge de la commission d'enquête se sont rendus dans cet établissement avec des victimes. Ils étaient guidés par le père Hervé Tabourin, l'un des prêtres qui dirige Riaumont. Une visite tendue. Et donc, si vous voulez bien, on va rentrer. Vous êtes les bienvenus, mais c'est un domaine privé, je demande que tous les médias ne rentrent pas. Parce que sinon... Je me souviens très bien que tu m'as mis une baffe en fin d'année, un jour avant la fin de l'année scolaire, parce que j'ai refusé de ramasser des feuilles mortes. Tu te souviens plus de ça? Non, je me rappelle d'une histoire en études où tu es arrivé à un très insolent. Ouais. Je regrette d'avoir mis la baffe. Ouais, je regrette d'avoir mis la baffe. Riaumont fait l'actu en 2025, pourtant cela fait 40 ans qu'on en parle. Dans un reportage de 1980, déjà, les journalistes évoquaient des problèmes dans cet établissement. Le village de Riaumont est né à la fin des années 50, quand le père Revet, un ancien aumônier militaire, se voit confier quelques enfants déshérités. Il y a une dizaine d'années, c'est la première note discordante. La femme du principal du lycée voisin dénonce certaines pratiques, châtiments corporels, encadrement médical, scolaire et pédagogique insuffisant. Celui qui a créé et dirigé l'établissement, c'est lui, le père Revet, qui assumait pleinement ces pratiques. Nous avons des méthodes pédagogiques qui sont restées traditionnelles et qu'on nous reproche, par conséquent, cette tradition même, cette fidélité même à des principes qui ont fait une méthode qui a fait ses preuves jusqu'ici. À l'époque, il y a une enseignante du collège qui demandait déjà face caméra la fermeture de Riaumont. Les enfants n'ont absolument pas dans cette maison la liberté de penser et de dire ce qu'ils pensent. Ils sont endoctrinés constamment selon l'idéologie de leurs éducateurs et de leurs directeurs. 44 ans plus tard, nous avons repris contact avec cette femme, elle s'appelle Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Enchantée Juliette. Comment ça va Juliette? Ça va et vous? Contente de vous voir Moi Juliette. aussi contente de vous rencontrer. On a des choses à se dire? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pendant presque un demi-siècle, Françoise s'est battue contre Riaumont sans que rien ne bouge. Est-ce que vous avez essayé de dénoncer?
à l'époque? Au début, j'ai essayé, j'en ai parlé à toutes les personnes que je connaissais. Personne ne voulait en entendre parler. Tout le monde disait « Ah, c'est une histoire puante, il faut pas y toucher, va pas te mettre là-dedans, tu vas pas réussir et tu vas avoir des problèmes. » Eh ben, ça m'a énervée. Vous n'avez pas laissé tomber? Ah ben non. Et je pouvais pas laisser tomber. Surtout qu'à un certain moment, il y a des gamins de Riaumont qui sont venus à la récréation de 10h me dire « Madame, on est malheureux, on est ici 3-4 petits frères, on nous a placés ici, jamais on n'en sortira. » Alors j'ai dit « Waouh, c'est quand même un mot couvert des gros reproches et la peur qu'ils avaient. » Pour récupérer des témoignages, cette prof de français demandait à ses élèves d'écrire des rédactions afin que les enfants racontent leur quotidien à Riaumont, des lettres et des rédactions qu'elle a précieusement gardées. Maman, juste en revenant à Riaumont, à peine entrée, on me frappe avec une lanière de cuir de martinet. Il y a une barrière entre le monde et moi. Et cette barrière, un jour, je la briserai. Et quand je la briserai, je m'enfuirai vers ma vie nouvelle. Si je n'arrive pas à aller vers ma vie nouvelle, je crois que je regretterai d'être née. Ça vous bouleverse encore de les relire? Ah, c'est bouleversant. C'est extrêmement émouvant. Vous vous rendez compte quelle souffrance est exprimée si bien. Hein, c'est extraordinaire qu'ils soient arrivés à écrire ça. Parmi les enfants qui écrivaient ce genre de lettres, il y a Alexandre Falinski, à 41 ans. Il a enfin décidé de franchir la porte du commissariat pour déposer plainte et il nous a autorisé à l'accompagner. C'était le mercredi 9 avril. Comment ça s'est passé? Compliqué, très compliqué hein, de se remémorer tout ça et de retourner, on va dire, 30 ans en arrière. Vous vous sentez mieux après avoir raconté tout ça à la police? Mieux, j'avais envie de vomir pendant 1h30, on va dire, le temps de repasser tout ça et de revivre surtout tout ça, parce que c'est vraiment pas évident, hein, je pense que vous vous en doutiez. Alexandre est rentré à Riaumont en 1989 après le divorce de ses parents. Il a été scolarisé du CE2 à la 5e, soit 5 ans derrière les murs de l'institution. Et là, cette rue, vous reconnaissez? Bah ouais, ma fille est à l'école juste en bas, donc je me refuse de passer par ici. Je fais le tour pour vous dire, hein, je veux plus du tout passer par là. C'est vraiment, quand je reviens ici, j'ai tellement de mauvais souvenirs, tellement de... Imaginez-vous, à 9 ans, on partait à l'école, donc on descendait cette rue pour aller à l'école primaire. Printemps, été, automne, hiver, on était en short de cuir, sans manteau, avec une petite chemise et un pull, frigorifié de froid. Donc imaginez-vous, c'était des pratiques qui ont duré. On est arrivé? Oui. Ouais, on va se garer sur le côté là où il y a l'hôpital, où on voit par derrière. Aujourd'hui, même s'il est impossible d'accéder à l'intérieur de Riaumont, Alexandre n'a rien oublié. Vous vous rappelez de ces chemins? C'est où ils nous faisaient faire leur jeu, entre guillemets, où on devait se battre, se ligoter. On peut le voir, hein, c'est un système carcéral avec des murs infranchissables. On a l'impression qu'ils ont même été augmentés, on va dire, en taille pour plus qu'on voit ce qui se passe derrière ces murs. Lors d'un camp, un frère m'a tapé avec ses rangers et je vous dis, j'ai encore des cicatrices là, une là à mon poignet et une tout le long de mon genou parce que ces boucles en fait m'ont arraché la peau. C'est là où je pensais mourir sur place. Je pensais vraiment que le frère, vous imaginez, je devais avoir 13 ans à cette période-ci, 13 ans frappé par un adulte de plus de 30 ans. Donc les dégâts que ça a pu causer. Ce jour-là, juste après avoir quitté Alexandre, nous croisons un groupe de jeunes filles en train de discuter avec un homme. Cet homme, c'est le père Hervé Tabourin, l'un des prêtres de la communauté. Les ados, elles, étaient venus devant par curiosité. Pourquoi vous avez eu envie de visiter cet établissement? On a vu ça sur TikTok. Est-ce qu'il vous a parlé justement des affaires qu'il y a en ce moment? Il a dit si vous venez ici, vous n'avez pas peur des histoires. Vous l'avez pris comment, vous, cette phrase? On a parlé. Ouais, un peu bizarre. Oh, des fois. Il nous a donné ça. Un médaillon. Et un petit papier. Pour cas où si on veut revenir. Ouais, c'est son numéro de téléphone et tout. Là. Vas-y, toi. Il a Snap. Il a Snap. Et sur ce papier, en plus de son compte Snapchat, le père Hervé a laissé son numéro de téléphone. On tente de renégocier une interview avec lui. Et quelques minutes plus tard, le voici enfin. Comment vous êtes au sein de l'institution, vous? Vous êtes serein? Oui. Vraiment serein? Avec toutes ces plaintes qui s'accumulent au fil des jours?
Bienheureux si on persécute à cause de mon nom, c'est dans l'évangile. C'est le temps de la passion, donc. Mais ça, il y a que les chrétiens qui comprendront, les autres, ils rigoleront en disant ils exagèrent. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui vous accusent de violence au sein de l'école? Qu'elles ne connaissent pas Riomont ou qu'elles exagèrent, mais il n'y a bien sûr pas de violence institutionnelle et encore moins d'éducatif, c'est pas du tout éducatif. Et la parole des victimes, est-ce que vous les croyez? Certaines, oui, il y a des vraies victimes, oui, mais il y a aussi beaucoup qui mentent, malheureusement, et beaucoup qui exagèrent. Il y a des menteurs? Vous êtes naïve. Hélas, oui, malheureusement. C'est quoi leur intérêt? Je sais pas, moi je suis pas le bon Dieu. Hein. Vous avez vu le mot écrit? Laissez venir à moi les petits-enfants. Aujourd'hui, une phrase qui résonne autrement. Non, pour moi, elle résonne toujours avec toute la délicatesse, la tendresse de l'éducation qu'il y a eu à Riomont. C'est pas du tout violent. Certaines personnes disent qu'au contraire, c'était de la violence ici derrière les barreaux. Qu'est-ce que je vous dise? Bien sûr, tous les anciens savent très bien que c'est pas vrai. Il peut arriver ponctuellement qu'on intervienne dans une bagarre, mais il n'y a pas de violence institutionnelle. Pas de violence institutionnelle? Bien sûr que jamais. Non. Sinon, je serais parti en courant. Je vais pas donner ma vie au bon Dieu pour faire des... Peut-être pas vous, mais d'autres? Je fais pas d'interview. On en fait un peu une, là. Je le regrette, j'ai pas le droit. Le père Hervé déplore que son point de vue ne soit pas assez entendu, alors pour dire sa vérité, il a décidé d'installer ses pancartes sur les grilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est des phrases de l'évangile, c'est des béatitudes. Mais ça s'adresse à qui? Aux médias? Aux victimes? À tous. À tous? Alors que les caméras et les micros pointent désormais vers Riomont, une nouvelle bombe médiatique va remettre l'affaire Bétharam à la une. Dans un livre, la fille de François Bayrou, qui fut scolarisée à Bétharam, affirme avoir souffert elle-même de violences physiques pendant sa scolarité. Elle fut notamment rouée de coups lors d'un camp scout, mais elle affirme n'avoir jamais rien dit à son père. Je voulais me faire recenser comme victime, me dire j'en suis de Bétharam, je vais pouvoir parler avec eux, victime quelconque. Une victime parmi d'autres. Ce récit, d'abord, entendez-le comme ça. Une parmi d'autres, victime quelconque, et fille du Premier ministre. Des propos qui font la une des médias et qui secouent le Premier ministre. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire cette interview de votre fille dans Paris Match? Oui, j'imagine que si je ne l'avais pas lu, ça vous surprendrait. Qu'est-ce que je peux dire? En tant que père de famille. Comment vous dire ça de la manière la plus juste? En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. Même si c'est une affaire très ancienne, puisqu'il y a, je sais pas, 35 ans, quelque chose comme ça, mais que on ne l'ait pas su. Et que des dérives de cet ordre aient eu lieu, pour moi, c'est presque insupportable. François Bayrou sous le choc des déclarations de sa fille et bientôt sous le feu des questions de la commission d'enquête sur les violences scolaires. C'était le 14 mai. 2 députés président cette commission d'enquête. Voici les bureaux de l'un d'entre eux, le député insoumis, Paul Vannier. Bureau 5500. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Juliette. Bonjour. Bonjour Monsieur Vannier, vous allez bien? Très bien, et vous? Super. Je vois qu'il y a un dossier, question Bayrou. Oui. Combien de questions vous avez prévues pour François Bayrou? Je les ai pas comptées, mais j'ai travaillé... Une dizaine? Non, une vingtaine? Une bien centaine? davantage. Plusieurs dizaines de questions, mais certaines peuvent être très, très précises, appeler une réponse très brève. Vous pouvez nous en lire une? Mais je reviendrai sur peut-être la première déclaration de François Bayrou. Bétharam, c'est probablement la plus grave affaire pédocriminelle qu'ait connue notre pays. Donc évidemment, il y a des questions très importantes qui le concernent sa conduite passée, et puis qui posent la question de savoir si un Premier ministre en exercice peut mentir à des députés. Pour vous, il a menti? Pour moi, il a menti. C'est un menteur, François Bayrou? Nous verrons tout à l'heure. Pour savoir s'il a menti, le député Paul Vannier et sa collègue du groupe Renaissance, Violette Spilbou, ont préparé une longue liste de questions. C'est parti pour préparer l'audition de François Bayrou? Oui, on est à moins de 2 heures. On a déjà un peu commencé à la préparer. C'est plutôt la fin de la préparation. Tu lui montres un certain nombre de courriers qu'on a en Ouais, version j'utiliserai des originale. documents, notamment certains de ceux qu'on a saisis sur place.
Et puis après, toi, tu rentres dans le rapport, je crois. Donc moi, un rapport de 96. Donc moi, je vais revenir vraiment sur la façon dont s'est fait le rapport, lui poser quelques questions très précises sur les sujets de transmission, la même façon en lui montrant les lettres. Là, j'ai récupéré la lettre originale dont on avait parlé. Parfait, ouais. Et ensuite, c'est moi qui y vais sur, au fond, l'enjeu de sa connaissance ou de son ignorance des faits de violence physique et sexuelle à Bétharam. Donc là, toi, tu détailles. Ouais. Et ensuite, on revient sur... Il est bientôt 17h, les caméras et les photographes se mettent en place, le Premier ministre arrive, salue les deux co-rapporteurs avant que l'audition ne commence. Qu'est-ce qui explique qu'en 7 jours, vous faites varier à 4 reprises votre version concernant votre ignorance ou manifestement votre connaissance des faits de violence physique que vous constatez à partir du 15 février et sexuelle le 18 février. Monsieur le député, ma version n'a pas varié. Vous m'interrogez, vous, en montant à la tribune, pour m'accuser d'avoir protégé des pédocriminels. Vous, dans ma vie, on m'a accusé de beaucoup de choses. Rarement de faits aussi ignominieusement graves. L'audition va durer 5h30, mais pendant 30 minutes, tout va tourner autour d'un personnage, une femme, que François Bayrou va qualifier comme ça. Je ne veux pas utiliser le mot de mentir, je déteste ce mot que vous utilisez tant. Elle a affabulé devant la commission. Et c'est d'elle que vous faites la lanceuse d'alerte, alors qu'elle dit qu'elle a eu beaucoup d'ennuis et qu'elle a été, par la médecine scolaire, réputée dérangée. Elle le dit devant vous. Celle que le Premier ministre qualifie d'affabulatrice, c'est elle, Françoise Goulung, ancienne prof à Bétharam, présentée comme la première lanceuse d'alerte. Elle a, à ce titre, été elle aussi auditionnée par la commission d'enquête. C'était le 26 mars. Sous serment, elle a raconté que, dès les premiers jours, elle a été témoin d'une situation problématique. Je me suis perdue, je cherchais le secrétaire dans les couloirs. J'entends sur ma gauche, dans une salle, un adulte qui hurlait sur un enfant, qui le cognait, j'entendais les coups, et venait en face de moi Madame Bayrou, donc bêtement, je lui dis mais qu'est-ce qu'on peut faire, et elle n'a pas compris ce que j'attendais. Ça c'est clair, elle n'a pas compris. Comme la femme de François Bayrou, qui était également prof à Bétharam, n'a pas réagi, Françoise passe à l'étape supérieure. Au tout début 95, j'ai commencé à signaler. J'ai écrit à Monsieur Bayrou, l'infirmière l'avait déjà fait quelques temps avant, sans réponse. J'ai écrit moi aussi, sans réponse. Pas de réponse, alors Françoise va profiter d'une réunion publique à Pau pour interpeller directement celui qui était alors ministre de l'Éducation. Je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais. Il ne m'a jamais répondu, je tente. Donc je suis allée à lui et je lui ai dit, Monsieur Bayrou, c'est vraiment grave ce qui se passe à Bétharam, il faut faire quelque chose. Et il m'a simplement répondu, mais on exagère, voilà. Donc on exagère. Pour rencontrer Françoise Goulung, nous avons pris la direction de la Charente-Maritime. Aujourd'hui, à la retraite, l'ancienne prof nous a accueillis chez elle. Comment vous allez? Ça va. Ça va? Il faut. Je suis contente de vous rencontrer. Oui, je crois que... Depuis le temps? Je suis désolée. Ça n'arrête pas de sonner? Oui. Ça n'arrête pas, oui, ça n'arrête pas. Il y a certains journalistes, je ne citerai pas la chaîne, qui manquent un peu de savoir-vivre. Mais... Vous parlez de qui? Justement, je... Vous avez pas envie de dire? Je vois que vous avez le livre de Alain Esquer, Le silence de Bétharam. Oui. Est-ce que vous avez un dossier Bétharam? J'ai tout jeté il y a quelques années. Quand j'ai eu 75 ans, je me suis dit, là, c'est pas possible. Si tu jettes pas maintenant, ça t'empêche de vivre, je jette. Voilà. Et vous allez mieux maintenant? Ah ben, je suis allée mieux. Et puis Bétharam m'a sauté dessus. Donc voilà. Bétharam m'a sauté dessus, tout comme le Premier ministre François Bayrou pendant son audition. Elle a affabulé devant la commission. Et c'est d'elle que vous faites la lanceuse d'alerte, alors qu'elle dit qu'elle a eu beaucoup d'ennuis et qu'elle a été, par la médecine scolaire, réputée dérangée. Elle le dit devant vous. Quand il met clairement en doute votre santé mentale, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je crois que c'est pas la première fois. Je lui ai déjà dit que si vraiment il voulait, ça pourrait être intéressant, s'il y tenait, qu'on se rencontre chez le même psychiatre. Mais bon, voilà. C'était pas l'objet de la réunion. C'était pas l'objet de son audition. Donc il était pas auditionné pour savoir s'il me jugeait saine d'esprit ou non.
Bon, ben voilà. C'est des comportements de fuite. C'est de l'échappatoire de sa part. Vous avez été auditionné le 26 mars devant cette même commission. Vous étiez sous serment. Lui aussi est sous serment. Lui, il dit que vous avez menti. Vous dites qu'il a menti. Non, je ne dis pas qu'il a menti. Je dis qu'il a un immense problème avec la vérité, ce qui n'est pas forcément... C'est quoi la différence ? Je pense que son intérêt pour la vérité est beaucoup moins grand que son intérêt pour lui-même. Et donc, voilà, enfin, je pense qu'il y a quelque chose de puéril dans cette affaire-là. L'affaire Betaram, un scandale qui n'a pas encore livré tous ses secrets et qui attend désormais l'écriture des derniers chapitres.